Et si John Jones avait raison finalement? Ça doit être assez difficile à entendre pour certains, sachant que la grande majorité des fans est frustrée par rapport à la situation de John Jones. John Jones bloque la division depuis maintenant 2 ans. Je rappelle que malgré le fait qu'il a fait le combat face à Stipe Miocic, il bloque quand même la division. C'est lui qui a choisi le combat face à Stipe Miocic. À la base, il n'y a personne qui a demandé ce combat. Ni les fans, ni l'UFC ne voulaient voir Stipe Miocic face à John Jones. Stipe Miocic lui-même ne voulait pas faire ce combat. Je pense que si vous avez vu le combat, vous pouvez témoigner du fait que ça se voyait sur l'attitude de Stipe Miocic. John Jones avait demandé ce combat parce que tout simplement c'était un combat qui lui paraissait facile. Et vous allez voir que c'est un schéma qui se répète. C'était un combat qui lui paraissait facile, qui allait ajouter à son palmarès et qui allait lui rapporter de l'argent. Le combat face à Cyril Gane avant le combat face à Stipe Miocic, c'était pareil. John Jones sortait d'une défaite face à Dominic Reyes. J'allais mettre des guillemets, mais en fait, c'était clairement une défaite face à Dominic Reyes. Ça, c'était en 2020. 3 ans plus tard, il revient pour monter en heavyweight et affronter Cyril Gane. Évidemment que Cyril Gane, c'était pour lui un match-up assez avantageux et c'était ce qui lui avait permis de prendre ce risque, entre guillemets, qui n'était pas un si gros risque pour lui finalement, parce qu'il savait que son style de lutteur allait prévaloir sur le style de striker de Cyril Gane. Il était loin d'être surpris. Disons qu'il était autant surpris de l'emporter face à Stipe Miocic qu'il était surpris de l'emporter face à Cyril Gane. De la même manière ici, il est parfaitement prêt à affronter Alex Pereira. C'était un combat qu'on se souvient qu'il demandait en heavyweight pour ajouter à son palmarès de heavyweight face à un combattant qui n'est pas vraiment un heavyweight. Évidemment, on parle d'Alex Pereira. Ce qui l'intéressait dans ce combat, c'était encore une fois le fait qu'Alex Pereira était majoritairement un striker et que donc il allait pouvoir implémenter sa lutte aussi facilement qu'il l'a fait face à Cyril Gane. Et finalement, ça allait être un gros combat qui allait lui rapporter de l'argent parce que c'est quand même la superstar Alex Pereira. Ça reste un combat en poids lourd, donc finalement, ça ajoute à son palmarès. Mais en réalité, on sait tous qu'il a choisi ce combat parce que c'était un combat facile et pas un défi. Là, on lui pose pour la première fois depuis des années un vrai défi, Thomas Spinal. Et dès le début de l'annonce de ce combat, dès que les fans ont commencé à voir que il y a un combat intéressant à faire là entre Thomas Spinal et John Jones, dès que Thomas Spinal est venu mettre sa main sur l'épaule de John Jones a refusé le combat, mais immédiatement. Il a même pas un petit peu joué avec l'idée de potentiellement faire ce combat. Il a dit non. Il dit non depuis des mois. Il n'a pas changé son discours. Et son discours est assez clair. Thomas Spinal est trop grand, trop lourd. Lui, il était à peu près à 108 kilos. C'est ce que disait John Jones lui-même, qui faisait à peu près 108 kilos. Thomas Spinal est à plus de 120 kilos, du moins quand ils arrivent dans la cage. Et encore, on n'a pas les poids forcément vraiment exacts. Donc, je pense que s'ils arrivent dans la cage, on va clairement voir une différence entre le poids de Thomas Spinal et celui de Jones. John Jones a expliqué qu'il perd du poids, justement. Depuis sa blessure qu'il avait eue à l'épaule, il commence à perdre du poids. Tout le poids qu'il avait gagné pendant ces 3 ans pour arriver en heavyweight, finalement, il est en train de le perdre petit à petit. C'est ce qu'il a expliqué dans les multiples interviews qu'il a fait, que ce soit chez Ariel Helwani ou ailleurs. Il explique clairement que Thomas Spinal est un trop gros danger. Il l'a dit à un moment, mot pour mot, si je retrouve l'interview, je mettrai l'extrait, mais il a dit mot pour mot: je préfère affronter Alex Pereira parce que Alex Pereira a à peu près le même poids que moi. C'est un combattant qui vient de la catégorie light heavyweight et qui monte en heavyweight. Enfin, du moins, c'était le projet pour Alex Pereira. Alex Pereira a à peu près le même âge que moi. Les deux ont 37 ans, si je ne me trompe pas. Et contrairement à Thomas Spinal, Alex Pereira est une vraie superstar qui allait rapporter beaucoup plus d'argent pour beaucoup moins de risques. C'était ce qu'expliquait John Jones de manière très explicite. Il n'a même pas eu peur, il n'a même pas essayé de préserver son image. Il n'a pas eu peur que les gens disent qu'il a clairement peur de Thomas Spinal. Il est au-dessus de ça et on va revenir un peu plus tard dans le podcast sur pourquoi est-ce qu'il a finalement peut-être raison de penser ça. Mais en attendant, il y a une autre question qui se pose. Si un combattant qui est champion refuse d'affronter le champion intérimaire, l'UFC est censé intervenir. Pourquoi est-ce que l'UFC ne retire pas la ceinture des mains de John Jones? C'est pas comme s'il l'avait pas fait dans le passé. L'UFC, je crois que John Jones, c'est le combattant qui s'est le plus fait strip de l'histoire de l'UFC. Si je me trompe pas, dites-moi en commentaire s'il y a quelqu'un qui s'est fait plus retirer sa ceinture que John Jones. Mais il me semble bel et bien que c'est John Jones, le combattant, qui s'est le plus fait retirer sa ceinture. La première fois pour l'histoire, il me semble, avec la femme enceinte qu'il avait percutée en étant sous. La deuxième fois, je crois que c'était juste avant le combat face à Daniel Cormier ou juste après. En tout cas, il avait été testé positif et du coup, l'UFC lui avait retiré son titre. Et là, clairement, ils ont assez de raisons de pouvoir retirer le titre des mains de John Jones une troisième fois. On se souvient de ce qu'ils avaient fait à Francis Ngannou, on se souvient de ce qu'ils avaient fait à Colby Covington. Il y a énormément d'exemples de l'UFC qui retire la ceinture beaucoup trop tôt aux combattants ou qui demandent aux combattants de renoncer à leur ceinture. L'UFC a récemment demandé à Ilia Topuria, à Islam Makhachev, à Jamal Hill, à Iri Prochaska de renoncer à leur ceinture pour des raisons que ce soit de blessure, que ce soit d'inactivité. John Jones, il a été blessé, il a ouvertement choisi d'être inactif parfois. Il y a largement de quoi lui retirer sa ceinture. Alors pourquoi est-ce que l'UFC ne lui retire pas? C'est tout simplement la même situation qu'avec Khabib Nurmagomedov et vous allez comprendre le parallèle, sauf que l'UFC n'essaye pas d'acheter John Jones avec
de l'argent, ils essayent d'acheter John Jones avec la ceinture. On se souvient de la situation où Khabib Nurmagomedov était champion, il était plus ou moins actif, mais Dana White souhaitait, c'était son rêve absolu que Khabib Nurmagomedov continue de combattre à l'UFC et que même il affronte Conor McGregor pour la revanche. Ça aurait été magnifique pour la promotion et du coup l'UFC était prête à sacrifier pas mal pour avoir ce combat-là. Et on se souvient que Dana White avait offert jusqu'à 100 millions, il y avait des sommes qui étaient évidemment probablement fictives, un peu faites pour les médias, mais Dana White joue justement avec ce genre de déclaration médiatique pour pouvoir inciter les combattants à y voir un intérêt à rester à l'UFC. Ici, l'UFC se retrouve un peu dans le même désespoir, entre guillemets, la catégorie heavyweight est vraiment désespérée. Quand on regarde la catégorie heavyweight, on se demande, mais qui est-ce qu'on veut voir combattre dans cette catégorie? Thomas Spinal, Cyril Gane, même les Français, on a un peu eu cette lassitude d'attendre Cyril Gane. Évidemment, quand il combat, on regarde et on le soutient évidemment, mais il n'y a personne qui est hypé. Cyril Gane vient de sortir une vidéo il y a 3 jours maintenant, je crois, où il dit on fait le point et il explique un peu sa situation. Et je crois que la vidéo, jusqu'aujourd'hui, elle est à 60 000 vues si je ne me trompe pas. Ça fait 3 jours qu'elle est sortie. Est-ce que je dois vous rappeler le nombre de vues que faisaient les vidéos de Cédric Doumbé ou qu'ont fait les vidéos de BSD récemment? Donc il y a une différence entre les combattants qui sont vraiment actifs et qui ont de grosses ambitions et ceux, comme Cyril Gane en heavyweight, qui n'a plus tellement d'engouement autour de lui. Donc cette catégorie heavyweight, elle ne peut pas servir de Cyril Gane pour être relancée. Pas du tout d'Alexander Volkov. Alexander Volkov qui est troisième, mais qui s'occupe d'Alexander Volkov? Tout le monde se fout d'Alexander Volkov. À l'international, pareil pour Sergey Pavlovich. À partir du moment où il est plus considéré comme le Francis Ngannou russe, il attire plus autant l'attention qu'avant. Thomas Spinal a clairement éteint la hype de Pavlovich. Curtis Blade, pareil. Jelton Almeida, pareil. Il a perdu un peu de sa hype finalement. Il n'est pas monté assez vite. Donc voilà, Sergey Spivak, je pense que j'ai pas besoin d'aller continuer d'aller jusqu'à Marcin Tybura ou Derrick Lewis pour vous expliquer que cette catégorie est en plein déclin. Le seul qui peut remonter un peu l'estime et la valeur de cette catégorie, c'est Thomas Spinal. Le seul combat qu'on veut voir dans cette catégorie, c'est Thomas Spinal face à John Jones, ce qui explique un petit peu le désespoir de l'UFC actuellement. Si l'UFC veut conserver la valeur de cette catégorie, il faut qu'il trouve un moyen de faire en sorte que John Jones perde face à Thomas Spinal et que Thomas Spinal, en tant que vrai nouveau champion, puisse carry le star power de John Jones. L'UFC n'aime pas voir leurs étoiles mourir. Quand Francis Ngannou est parti de l'UFC avec la ceinture, c'était cauchemardesque pour l'UFC parce que du coup, personne n'a pu prendre l'étoile de Francis Ngannou. C'est ce qu'ils avaient prévu de faire avec Cyril Gane et ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, c'était un problème dont on parlait il y a maintenant 2 ans, que ça reste cauchemardesque pour l'UFC le fait que Francis Ngannou est parti, même si John Jones est venu remplacer un peu cette figure de la catégorie. C'est une catégorie qui finalement reste un peu orpheline de Francis Ngannou parce que le vrai champion, celui qui défend sa ceinture, celui qui affrontait tout le monde, c'était Francis Ngannou. John Jones l'a remplacé, mais il fait pas son rôle de champion. On peut pas me dire que Stipe Miocic, c'était une défense de titre valable. Aujourd'hui, on a clairement 2 champions dans la catégorie et on peut faire l'argument que celui qui ressemble plus à un champion, c'est Thomas Spinal parce que lui, il défend son titre. Il a défendu son titre intérimaire face à Curtis Blade. Et là où John Jones a finalement raison, c'est qu'il se rend compte dans les négociations à quel point est-ce qu'il est important pour l'UFC. En fait, il représente tout l'héritage de cette division poids lourd après le départ de Francis Ngannou. Le fiasco qui est en train d'arriver là actuellement en poids lourd, on oublie que le départ de ce fiasco, c'est le départ de Francis Ngannou. Et ça, c'est un énorme échec pour Dana White, un énorme échec pour l'UFC. On pourrait avoir de nouveau la même chose avec John Jones qui quitte l'UFC avec sa ceinture, ou du moins qui se fait retirer sa ceinture, mais du coup, Thomas Spinal aura juste une figure de nouveau champion lambda en poids lourd. Et en plus, qui est-ce qui va affronter Jelton Almeida? Ça n'aura pas du tout la même saveur que si Thomas Spinal bat John Jones et qu'il continue sa carrière, qu'ensuite on dise que celui qui va battre Thomas Spinal va peut-être battre celui qui a battu John Jones. Vous voyez un peu la hype qui peut être influée un peu dans cette catégorie heavyweight si John Jones combat. Et donc c'est ça qui fait que l'UFC est désespéré au niveau des négociations avec John Jones et qu'il lui laisse la ceinture un peu pour l'acheter. John Jones attend certainement une certaine somme d'argent ou un certain combat parce que si on regarde les tweets de John Jones et on va regarder ça tout de suite, on a l'impression qu'il menace un peu l'UFC de prendre sa retraite. On a l'impression qu'il n'a pas du tout peur, et c'est même pas l'impression, il l'a dit lui-même, il n'a pas du tout peur de se faire strip. Il le dit ici, est-ce que je suis le genre de mec à m'inquiéter de me faire retirer ma ceinture? Il a déjà été, comme je vous l'ai dit, stripped dans le passé. C'est absolument pas le personnage à s'inquiéter de se faire retirer sa ceinture. Et en même temps, juste au-dessus, il nous fait un peu comprendre que c'est pas à lui qu'il faut s'adresser, mais c'est bien à l'UFC. Lui, il a déjà donné ses plans à l'UFC. Il leur a expliqué qu'il ne compte pas affronter Thomas Spinal. Après, ça dépend ce qu'il essaie de sous-entendre. Peut-être qu'il sous-entend qu'il
il a demandé une certaine somme à l'UFC, mais c'est pas non plus ce dont on a l'impression. De un, je pense que John Jones est assez bien déjà financièrement, mais en plus, comme il le dit lui-même, il peut monétiser sa brand, il peut monétiser ce qu'il a réussi à construire, et c'est là une des grosses difficultés en MMA, surtout pour les superstars, autant pour les promotions que pour les combattants. Pour les promotions, pourquoi est-ce qu'un combattant continuerait de combattre et donc de nourrir la promo si c'est déjà une superstar et qui fait énormément d'argent par combat? C'est la raison majeure pour laquelle Dana White paye très peu ses combattants, du moins il limite la paye qu'il donne à ses combattants, même les superstars, pour qu'ils doivent revenir à l'UFC, pour qu'ils aient pas d'autre choix que de revenir à l'UFC, sinon ils peuvent juste faire comme Sean O'Malley et continuer de twitcher jusqu'à la fin de leur vie et gagner de l'argent grâce à ce qu'ils ont accompli à l'UFC. Donc est-ce que finalement c'est pas injuste pour l'UFC, parce que c'est l'UFC qui a donné la plateforme à John Jones pour qu'il puisse devenir la star qu'il est aujourd'hui, pour qu'il puisse utiliser la brand qu'il a comme il le dit aujourd'hui. Il est là le tweet. To continue to monetize on this amazing brand that I've created, alors que c'est lui et l'UFC. That we have created, il devrait dire, que lui et l'UFC ont créé. Mais finalement, il reconnaît que sa partie, et c'est vrai que la partie des combattants reste la plus grande, c'est eux qui rentrent dans la cage, etc. Mais c'est la situation dans laquelle on se trouve là avec l'UFC, où en fait sa brand pourrait rapporter énormément à lui et à l'UFC s'il combattait, mais il pourrait très bien lui continuer de monétiser sa brand à l'extérieur de l'UFC, tout en profitant de la vie, sans prendre le risque de rentrer dans une cage. Il y a tellement de manières peut-être plus lucratives que ce qu'il pourrait faire à l'intérieur de la cage. À l'extérieur de la cage, il s'est construit un nom pour une raison. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a de grandes chances qu'il ne re-rentre pas dans la cage. Mais je vais revenir sur la conclusion que moi j'en tire en tout cas personnellement. Vous allez pouvoir me donner votre avis aussi. Il nous dit aussi qu'il est en train de kiffer sa vie en Thaïlande, etc. Mais ça, c'est pas forcément la meilleure indication. Ça, c'est ce qui me fait penser que justement, il va revenir parce que c'est un bon outil de communication, de négociation. On sait que les négociations à l'UFC se font tout le temps en public. Les combattants, autant que la promotion, se servent des communiqués, et de ce qui tourne et de la réaction du public à travers les médias pour impacter sur leurs négociations qui se passent en privé. Donc on sait que ça peut être un jeu comme ça mené par John Jones, mais John Jones, même s'il est en train de kiffer la vie, et on va voir à quel point il est en train de kiffer la vie, je crois qu'il y a une vidéo de lui carrément où il est en train de parler du fait qu'il ne va pas recombattre parce qu'il est en train de kiffer sa vie. Mais John Jones, il a kiffé sa vie la veille des combats. On se souvient qu'avant d'affronter Alexander Gustafsson la première fois, il était en soirée. Et il n'avait pas dormi, il avait bu, etc. C'est ce genre de combattant face à Dominique Reyes. Je ne sais pas s'il l'avait admis également, mais il expliquait qu'il s'auto-sabotait un petit peu en kiffant sa vie avant les combats, pendant la semaine de combat. Et ensuite, il arrive au moment du Fight Night et il combat quand même. Donc le fait qu'il soit en train de kiffer sa vie, comme on va le voir là tout de suite, c'est pas un indicateur qu'il veut plus combattre du tout. Ça l'a jamais été et je pense que ça le sera jamais. Yeah. I'm over here sipping on coconut, talking about when you gonna fight. Pour ceux qui parlent pas anglais, il dit en gros, je suis là tranquille avec ma noix de coco, je bois tranquille et il y en a qui me parlent de quand est-ce que tu vas combattre. Ça le fait rire parce que c'est évidemment un power move. Il est en train de montrer que c'est lui qui a les cartes en main, c'est lui qui dicte le rythme de ses négociations. Il ne dit pas non plus je renonce à ma ceinture, je prends ma retraite, je veux plus combattre, etc. Pas du tout. Il est juste en train d'insinuer des choses, mais il dit rien clairement. Cette vidéo, elle est même plus encourageante qu'autre chose. Par contre, il y a une autre vidéo qui est bien moins encourageante parce que je sais même pas s'il savait qu'il était filmé. Je pense pas que c'était prémédité, mais littéralement dans cette vidéo, on a John Jones qui nous dit qu'il arrête, qu'il est fini. He said, "You got 10 years left, but you're still active." Oh yeah, I'm done. He got a little girl. He was like, I'm looking for. Le gars, donc en gros au téléphone, lui dit il te reste encore 10 ans, t'es encore actif. Et lui, il dit non, I'm done, j'ai fini, je suis fini, c'est fini. Maintenant, ça peut être une manière de parler, ça peut être une surinterprétation de notre part de penser qu'il est en train de dire que I'm done, j'ai fini ma carrière, je suis à la retraite. Mais en même temps, cette vidéo, comme je l'ai dit, elle paraît pas du tout préméditée. Si elle l'est vraiment, chapeau à John Jones pour la manière dont il tire les ficelles. Mais je ne pense pas qu'elle soit préméditée. Je pense qu'il y a une vraie possibilité que ce soit la fin pour John Jones. Mon avis, c'est que John Jones attend deux choses. Soit énormément d'argent. On se souvient qu'on parlait de 30 millions. C'était Joe Rogan qui avait révélé, entre guillemets, cette information. Finalement, elle avait été considérée comme une fake news. On n'en avait plus reparlé. Mais on sait évidemment que c'était une arme de négociation lancé peut-être par John Jones lui-même. Mais en tout cas, il avait demandé 30 millions, c'était ce qui tournait dans les médias. On sait aussi qu'il est prêt à affronter Alex Pereira. Si Alex Pereira avait battu Ankalaev, il n'y aurait pas de question. Ça aurait été John Jones face à Alex Pereira, fin de carrière terminée pour John Jones. Vu que Alex Pereira a perdu face à Ankalaev, ça bloque un peu les choses. John Jones ne sait plus vraiment sur quel pied danser et je pense que si on trouve quand même un moyen de faire la promotion de ce combat entre Alex Pereira et John Jones, ce qui est possible parce que l'UFC a déjà fait des choses assez illogiques pour forcer
des combats de superstars. Alex Pereira n'est pas du tout en train de nous parler de sa revanche face à Ankalaev, ce qui est assez bizarre. On devrait avoir déjà ce combat annoncé. C'est une revanche qui est logique. Ça a été un champion dominant de la catégorie light heavyweight. Ankalaev demande la revanche, il est prêt à affronter Alex Pereira. C'est pas le sujet de la vidéo, on va traiter ça dans une prochaine vidéo, mais il y a quand même quelque chose qui se passe autour de ce combat entre Alex Pereira et Ankalaev. Pourquoi est-ce qu'on nous l'annonce pas? Pourquoi on nous annonce pas cette revanche évidente? Ça cache peut-être quelque chose. Peut-être que ça nous cache un potentiel combat entre Jon Jones et Alex Pereira. Sauf que là, ce serait trop se foutre de la gueule du monde ouvertement de la part de l'UFC. Ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de faire ce genre de choses. Donc, sait-on jamais, c'est peut-être ce qu'attend Jon Jones. Soit ça, soit énormément d'argent pour affronter Thomas Spinal. La vérité, c'est que face à Thomas Spinal, il a d'énormes chances de perdre, que ce soit à cause de son âge, de son poids, du fait que Thomas Spinal, c'est un des meilleurs boxeurs, en tout cas en boxe anglaise. Il a une des meilleures boxes anglaises de l'UFC actuellement. Jon Jones s'est fait toucher par Stipe Miocic et assez significativement. Donc franchement, je continue ma propagande entre guillemets Thomas Spinal. Je ne vois aucun scénario dans lequel Jon Jones bat Thomas Spinal. Je veux voir ce combat. Je pense que Jon Jones, c'est un des combattants qui a le meilleur fight IQ. Il prépare ses combats très sérieusement. Il fait tout pour pas perdre. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il pourrait nous concocter pour battre Thomas Spinal, mais je ne vois pas comment Jon Jones pourrait battre Thomas Spinal s'il se repose sur sa lutte. Thomas Spinal est beaucoup plus massif et en plus de ça, il a un excellent grappling, il est plus frais, il est plus jeune, il n'a pas toutes les blessures dont Jon Jones a souffert, bien qu'il y ait cette blessure quand même au genou du côté de Thomas Spinal, et je vois bien Jon Jones cibler justement ce genou. Ça peut faire partie du game plan, ça ferait certainement partie du game plan si le combat avait lieu, mais encore une fois, je pense que le combat n'aura pas lieu, et je pense que la peur de Jon Jones est justifiée et limite pardonnable. Pourquoi je dis ça? Jon Jones, c'est le GOAT à cause de ce qu'il a accompli en light heavyweight. Et je vais finir sur ça, mais c'est la partie peut-être la plus importante de cette vidéo parce que c'est ce qui justifie en fait la situation de Jon Jones et c'est la raison pour laquelle Jon Jones a peut-être finalement raison. Jon Jones est devenu le GOAT avec ce qu'il a accompli en light heavyweight. Tous les GOAT, entre guillemets, tous ceux qu'on appelle les GOAT, que ce soit Demetrius Johnson, GSP ou Khabib Nurmagomedov, à chaque fois, on leur donne ce crédit pour ce qu'ils ont accompli dans leur catégorie. On n'a pas demandé à Demetrius Johnson de battre les featherweight, on n'a pas demandé à Demetrius Johnson de monter en lightweight, en welterweight, on lui a demandé de battre les gens de sa catégorie. Aujourd'hui, certains l'appellent le GOAT. On n'a pas demandé à Georges Saint-Pierre d'aller battre des light heavyweight, on n'a pas demandé à Georges Saint-Pierre d'aller battre des heavyweight. Il a battu les gens de sa catégorie, il a fait un petit saut en middleweight, un peu comme Jon Jones a fait un petit saut en poids lourd, et ça a suffi à ce qu'aujourd'hui on dise que GSP est le GOAT. Pareil, Jon Jones, il a accompli largement assez dans sa catégorie à lui. Est-ce qu'il a vraiment quelque chose à prouver dans la catégorie supérieure à la sienne? C'est déjà exceptionnel qu'il puisse monter de catégorie et gagner, même face à des Cyril Gane qui n'ont pas forcément un jeu qui peut faire concurrence à celui de Jon Jones. Il faut quand même réussir à exécuter ce qu'il a exécuté en termes de lutte face à Cyril Gane qui était un poids lourd. Est-ce que vous pensez que Kamaru Usman aurait réussi à battre Cyril Gane? Oui, Kamaru Usman a une bien meilleure lutte que Cyril Gane, mais est-ce qu'il aurait pu réussir à le faire? Donc ça montre juste la grandeur de Jon Jones, qui est un light heavyweight, mais on ne peut pas mettre maintenant des standards de heavyweight à un combattant qui vient des light heavyweight. Lui demander et presque le forcer d'affronter Thomas Spinal, c'est lui mettre des exigences de heavyweight. Alors oui, on parlait de lui face à Francis Ngannou et du coup ça a augmenté un peu le standard, mais la réalité c'est qu'il aurait lutté face à Francis Ngannou, tout comme il a lutté face à Cyril Gane. Mais là, il ne peut pas lutter face à Thomas Spinal. Donc finalement, ça ne vaut pas le coup et on ne peut même pas lui reprocher. Parce que si on dit que Jon Jones a peur de Thomas Spinal, c'est comme si on disait que GSP a peur de Francis Ngannou. GSP a peur de Thomas Spinal. Ce n'est pas sa catégorie de toute façon. Il a raison d'avoir peur. On juge les GOAT sur ce qu'ils ont fait dans leur catégorie. Jon Jones ne veut pas affronter Thomas Spinal, mais ça n'en fait pas moins un GOAT. Ce qui est tragique dans cette situation, en tout cas pour l'UFC, c'est que c'est un combat qui finalement hype les gens de moins en moins. Même moi, je suis plus sûr de vouloir voir ce combat. Évidemment, en tant que fan de MMA, bien sûr que je veux voir ce combat. Mais je ne suis pas là à militer pour ce combat comme je serais là à militer pour le combat entre Nassourdine et Dricus du Plessis, par exemple. Ou entre Chimaev et Dricus du Plessis. Ou entre Topuria et Islam Makhachev. On n'a plus du tout cette même faim qu'on avait avant pour ce combat-là, ce qui est tragique pour l'UFC parce que du coup, même s'ils arrivent à trouver un deal finalement, c'est plus un combat qui va vendre autant qu'il aurait pu au moment où on le demandait. Dites-moi en commentaire si vous êtes encore hypé, dites-moi si vous pensez que Jon Jones va revenir ou s'il veut définitivement mettre fin à sa carrière selon vous. Heureusement, l'UFC ne s'arrête pas à Jon Jones, il y a encore énormément de raisons de rester hypé pour ce qui arrive là au niveau de l'UFC. Donc on a le combat entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley, la revanche. Le combat entre Kamaru Usman et Joaquin Buckley. C'est un combat qui me hype beaucoup plus maintenant que le combat entre Jon Jones et Thomas Spinal, pour être honnête. Non pas beaucoup plus, ce serait une exagération. Mais c'est un combat qui me hype et il est dans l'air du temps. Il va donner des résultats concrets avec Yann Gary, Shavkat
Islam Makhachev qui arrive dans la catégorie, Jack Della Maddalena qui est devenu champion. Au moins là, on est dans le feu de l'action, on n'est pas dans un truc qui traîne depuis longtemps. Ça, c'est un combat pour lequel on peut être hypé. On a le combat entre Jamal Hill et Khalil Rountree qui va être des feux d'artifice, deux strikers énormes. Pour tous ces événements, évidemment, vous pouvez parier sur l'application Winamax et en ce moment, vous pouvez profiter de 100 € remboursés en cash si vous perdez votre premier pari. Donc oui, comme vous le voyez, il y a des raisons d'être hypé. Évidemment, ces jeux sont strictement interdits aux mineurs et comme d'habitude, pariez dans la limite de vos moyens. Vous pouvez profiter de l'offre en cliquant sur le lien dans la description et en rentrant le code KBA. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.